Bonsoir à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire, actualité si riche, c'est le 19h, donc voici les titres de l'actualité de ce mardi. Un duel Bell-Larcher pour la présidence du Sénat, mais l'UMP écarte toute manœuvre, on perdra dans la dignité, avertit d'emblée le chef de l'État. Tensions et divisions d'après-défaite à droite, Claude Guéant répond aux sceptiques de son camp sur Public Sénat. Nicolas Sarkozy est le candidat évident pour 2012. François Fillon, de son côté, sonne la mobilisation générale. Le privé rejoint le public lors d'une grève et de manifestations inédites contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Martine Aubry était dans le cortège parisien. Et puis 4 invités tout à l'heure sur ce plateau pour débattre du nouveau Sénat et de ses conséquences. Michel Ambodré, Valérie Létard, François Grosdidier et Jean Dezessart. Renonciation de dernière minute de Catherine Tasca, la sénatrice des Yvelines, s'est ralliée finalement à Jean-Pierre Bel, désigné aujourd'hui par acclamation candidat du groupe socialiste à la présidence du Sénat. Le vote aura lieu samedi par vote individuel et secret. Paul Bouffard. Les urnes n'ont pas parlé. Le vote s'est fait par acclamation. Jean-Pierre Bel continue sa conquête du plateau. Il est officiellement désigné candidat à la présidence du Sénat. J'avais demandé à ce qu'on vote. J'ai failli me faire renverser sur ce sujet, me faire mettre en minorité, donc j'ai pas assisté. Et puis tiens, on est fiers. Merci. C'est un moment chargé d'espoir. Cela fait des années qu'il travaillait de manière un peu obscure, parce que le Sénat n'intéresse pas tous les jours. Puis tout d'un coup, voilà un moment historique. À sa sortie, une marée de journalistes l'attend. Première conférence de presse du candidat Bel. Devant les caméras, le candidat a déjà l'habit d'un président. Il ouvre une nouvelle page et parle de son projet. On ne va pas se contenter de contrôler l'action du gouvernement. On va aussi beaucoup agir pour mettre en avant nos propositions. Au fil des couloirs, l'homme est chez lui. Vous êtes désigné ? Oui. J'ai pas réussi à les faire voter. J'ai eu peur d'être mis en minorité. Alors ça a été par acclamation. Avant le vote individuel et secret des sénateurs en séance publique samedi, le sénateur de l'Ariège continue son ascension vers la présidence. Jean-Pierre Bel, donc toujours très entouré depuis dimanche soir. Il a eu droit à une ovation supplémentaire tout à l'heure rue de Solferino, image que nous transmet à l'instant Alexandra Colino. Le bureau national du Parti socialiste a donc reçu Jean-Pierre Bel pour approuver sa candidature à la présidence du Sénat. Le bureau national du PS a également mis en garde l'UMP contre toute tentative de confiscation du résultat des urnes samedi, donc lors de l'élection du président du Sénat. Et justement, la ligne de l'UMP a été fixée par Nicolas Sarkozy lors du petit déjeuner de l'Élysée. Pas question de se livrer à des manœuvres. La droite doit céder la présidence du Sénat dans la dignité, a fait savoir le chef de l'État, une position qui rejoint la volonté de Gérard Larcher de sortir la tête haute. Gérard Larcher qui affrontera néanmoins Jean-Pierre Bel. Jérôme Rabier. Réunion de crise pour la nouvelle minorité. Objectif rassembler les troupes et pour mener l'opposition UMP à la Haute Assemblée, Jean-Claude Gaudin a été largement reconduit. Mais cette réunion devait aussi permettre à Gérard Larcher de partir la tête haute. Samedi, il ira défendre son bilan dans l'hémicycle, sachant la partie perdue d'avance. Nous considérons, nous, qu'il a été un excellent président du Sénat, un président d'ouverture, un président qui n'a rien dissimulé et par conséquent, nous lui avons rendu un très grand hommage. Désormais, l'urgence est de relancer une dynamique au sein du groupe. Pour cela, rien de tel qu'un bon déjeuner, l'occasion de réintégrer les brebis égarées. Formidable, j'ai retrouvé tous mes amis, j'en connais beaucoup. C'est redevenu vos amis? J'ai commencé. Non, ils ont toujours été amis. Parce qu'on parlait beaucoup de dissidence avant. La suspension, c'est pas une exclusion. Il faudra plus de temps pour tirer les conséquences de la défaite, mais certains n'hésitent pas à faire un premier bilan. Nicolas Sarkozy doit tirer quelques leçons de ce résultat. C'est un résultat très important, avec une certaine gravité. Pourquoi y a-t-il eu un nombre impressionnant quand même d'erreurs de casting, si je peux me permettre cette expression. Donc on va se retrouver dans la solidarité et l'amitié, mais pas pour tirer un trait comme ça, comme si rien ne s'était passé. Recoller les morceaux prendra du temps au sein du groupe UMP, qui devra désormais s'habituer à batailler dans l'opposition.
Voilà, du groupe UMP, donc suivi par Jérôme Rabier et Aurélien Romano. Nous passons aux centristes, au centre des tractations les plus intenses du jour. On trouve en effet les centristes dans le cadre du rééquilibrage de la majorité. Les radicaux favorables à Jean-Louis Borloo et les élus Nouveau Centre ont dessiné les contours d'un nouveau groupe supplémentaire, mais le consensus semble difficile à réaliser. Le statu quo devrait subsister avec le maintien du groupe actuel de l'Union centriste, disparate mais élargi. Margot Aubrio. Il faut bien qu'on alimente la chronique un petit peu comme les autres. Un peu comme les autres, dans ce nouveau Sénat, eux aussi veulent se faire entendre. À peine élu, Je ne connais pas encore bien les lieux. le sénateur Nouveau Centre Hervé Marseille a une réunion qui l'attend. La première, il l'espère, du futur groupe centriste au Sénat. Un groupe élargi et aux frontières encore un peu floues. C'est très large, ça veut dire qu'ils sont ni UMP ni socialistes. C'était la définition de Valéry Giscard d'Estaing quand il a créé l'UDF. Nouveau Centre, Modem, Alliance centriste et surtout les radicaux, il va falloir composer avec tout le monde. Je crois qu'il y a une vraie volonté des uns et des autres de se rassembler, voilà, tout simplement pour porter nos valeurs, notre originalité. On trouve des amis et on en découvre d'autres. Donc c'est toujours agréable, la constitution d'un groupe. Oh, vous savez, les tendances, c'est fait pour se réunir. Les centristes espèrent attirer une quarantaine de sénateurs pour mieux se faire entendre, s'ils parviennent toutefois à parler d'une seule voix. Nous avons l'habitude, parce qu'une des caractéristiques du groupe de l'Union centriste, c'est justement de permettre l'expression des différentes sensibilités qui vont du Nouveau Centre au Modem, en passant par les radicaux et l'Alliance centriste. Reste à trouver la voix qui saura s'imposer. Réponse demain avec l'élection du président de groupe. Un président centriste qui devra incarner le plus large consensus. Voilà, on le voit, l'actualité est au Sénat, mais l'Assemblée nationale a été le théâtre aujourd'hui d'une passe d'armes, rappelant que les affrontements vifs demeurent l'un de ses apanages, en réponse à Jean-Marc Ayrault, qui l'interrogeait sur le basculement du Sénat et la politique gouvernementale. François Fillon s'est emporté cet après-midi, accusant la gauche de fouler aux pieds la présomption d'innocence dans le dossier Karachi. Le Premier ministre a attribué à la gauche une faute morale. Le ministre de l'Intérieur, lui, était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure sur Public Sénat. Il s'est pour sa part déclaré étranger à tout coup bas. J'affirme que de ma vie, je n'ai jamais animé ni participé à un coup tordu. Puisque c'est très à la mode, je dirais que je suis indigné. Parce qu'on n'a pas le droit, me semble-t-il, d'accuser quelqu'un sans avoir le moindre commencement d'une preuve. Et on ne peut pas avoir le moindre commencement de preuve parce qu'il n'en existe pas. Voilà, Claude Guéant et les coups tordus, c'était tout à l'heure sur Public Sénat. Le ministre de l'Intérieur a rappelé par ailleurs qu'aucune commission d'enquête ne pourrait être créée au Sénat, par exemple sur l'affaire Karachi, car une instruction judiciaire est en cours. Les familles des victimes de l'attentat de Karachi déposent plainte contre Brice Hortefeux pour complicité de subornation de témoins à propos de son coup de fil à l'un des protagonistes du dossier, Thierry Gaubert, mis en examen depuis. Brice Hortefeux, de son côté, annonce qu'il porte plainte pour diffamation contre maître Olivier Maurice, l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi. Une grève inédite aujourd'hui a uni les enseignants du privé et du public. 165 000 manifestants dans toute la France, selon les syndicats, 110 000 selon la police. Nicolas Sarkozy a critiqué cette grève en mettant en avant le fait que les enseignants ont un statut qui les protège. Mais la fronde qui a mis donc côte à côte des collègues du public et du privé s'explique par d'autres raisons que corporatistes, comme l'a constaté Bérangère Dingla aujourd'hui lors d'une manifestation. La rue aujourd'hui, il y avait des profs qu'on ne voit pas souvent dans les manifestations, les enseignants du privé. Concernés pour la première fois par les suppressions de postes en 2012, ils s'inquiètent pour leurs conditions de travail. Françoise Lemasson n'est pas descendue sur le pavé parisien depuis plus de 10 ans. On est tous concernés, on est sur le même plan pour une fois et on subit les mêmes pressions et les mêmes régressions, donc la mobilisation est importante. Voilà. Parmi les revendications, les sureffectifs qui touchent aujourd'hui le privé comme le public, mais aussi la formation des professeurs. Plusieurs stagiaires ont même fait le déplacement de province, comme Saïd, venu du Mans. Tout juste diplômé d'un Master 2 de philosophie, il doit assurer 18 heures de cours par semaine, sans aucune formation pédagogique. On entre dans le métier à temps plein. Moi, je suis confronté à la préparation de mes cours pour 4 classes différentes en terminale.
c'est des classes à examen et personne ne m'a formé, m'a expliqué comment préparer mes cours, m'a expliqué comment corriger des copies. Très médiatisés au niveau national, les enseignants du privé sont pourtant très minoritaires dans le cortège parisien. Ici, la plupart des profs veulent défendre l'école laïque avant tout. Nos invités, je vous les ai annoncés tout à l'heure, Michèle André, bonsoir, sénatrice socialiste du Puy-de-Dôme et présidente de la délégation aux droits des femmes, et à ce titre peut-être, et sans doute même une raison d'être mécontente des résultats de dimanche. Un peu. C'est-à-dire que la parité a reculé, oui, absolument. Même si vous vous réjouissez du résultat qui fait basculer le Sénat à gauche. Il y a moins de femmes aujourd'hui au Sénat qu'il y en avait la semaine dernière. Oui, Valérie Létard, sénatrice centriste du Nord, approuve. Même commentaire sur cette question de la parité. Je l'ai vécu chez moi, dans le Nord. Oui, alors on parlera avec vous notamment de la volonté peut-être des centristes de se retrouver tous dans un groupe élargi ici au Sénat. François Grosdidier, bonsoir. Nouveau venu au Sénat, élu UMP de Moselle, vous quittez l'Assemblée nationale de droite pour entrer au Sénat de gauche. Est-ce que vous avez fait le bon choix ? Ben oui, parce que d'abord, j'ai permis, c'est le seul cas en France, je crois, de gagner un siège sur la gauche. Donc, je suis très fier de ma réussite en Moselle. Et puis, aussi parce que j'ai envie de défendre des collectivités locales comme maire, comme président des maires de mon département. Et je crois que le Sénat doit pas être une maison de retraite dorée, mais une caisse de résonance qui doit vraiment résonner de la voix des communes. Alors, vous voulez défendre les collectivités locales contre le pouvoir actuel, puisqu'on dit que c'était un vote sanction, notamment des grands élus, des conseillers municipaux, des maires. Je ne crois pas du tout. La preuve, c'est que mon département a montré le contraire. Donc dès lors qu'on savait faire preuve de pédagogie, eh bien le message pouvait passer. D'accord. Pour défendre les réformes lancées par Nicolas Sarkozy. Pour défendre les communes, défendre les collectivités locales. Jean Desessard est également avec nous, sénateur Europe Écologie Les Verts de Paris, qui n'a jamais été aussi entouré, d'amis politiques, je veux dire. Oui. Pas sur ce plateau, même si vous en avez certains, mais au point de vous retrouver peut-être dans un groupe autonome ici au Sénat. À 10, et donc pour la parité, 5 sénatrices et 5 sénateurs. Avant de parler donc des heures historiques que vit le Sénat, on le répète depuis dimanche, votre commentaire tous sur cette journée de mobilisation donc des enseignants du public et du privé. Et puis donc la réponse de Nicolas Sarkozy, je vous le disais, qui relativise en disant que les fonctionnaires ont un statut privilégié. Michèle André, votre réaction? Je pense que le problème de l'école, il est extrêmement important, il est toujours le même. Et le problème que rencontrent beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont des situations fragiles dans les familles parfois, c'est de penser qu'ils ont besoin d'enseignants disponibles devant eux et pas simplement d'avoir des très grosses classes très chargées. Et moi j'ajouterais une chose, lorsque vous avez 30 enfants dans une classe et que vous voyez arriver un enfant handicapé qui peut s'intégrer par la loi, et que vous n'avez pas les personnels qui vont avec, vous avez beaucoup de difficultés. Votre pédagogie sur cette question, François Grosdidier, vous avez entendu la voix des maires qui dénoncent le recul des services publics et la fermeture des écoles. Bien sûr, et ça amuse personne. Aujourd'hui, la Région générale de politique publique, les mesures d'austérité n'amusent personne, sauf que si on les faisait pas, on serait dans la situation de la Grèce. Le taux d'encadrement est le même qu'il y a quelques années, même 10 ou 20 ans, contrairement à ce qui est dit. Là, sur le nombre d'enfants par classe. Mais oui, mais moi, quand j'étais au collège, je me souviens d'une classe de 30. Bon, donc c'est pas tout à fait nouveau. C'est vrai que parfois les difficultés sont plus grandes, et c'est vrai aussi qu'il y a des besoins sur le terrain qui à la limite sont incommensurables. Je ne conteste pas l'idée que ce serait mieux d'avoir effectivement moins d'enfants par classe, sauf qu'il y a une contrainte budgétaire qu'on oublie peut-être parfois aussi. Moi, je veux bien qu'on double le budget de la culture ou qu'on dise qu'on recrée des postes d'enseignants. Il faut simplement qu'on dise comment on tient le coup et comment on ne dégringole pas comme la Grèce. Je ne souhaite pas la polémique sur ce sujet. Je pense qu'il faut être réaliste. Aujourd'hui, les enfants sont souvent plus fragiles, plus difficiles, plus personnels. Donc, moi, j'ai dirigé un établissement d'enfants handicapés toute ma vie. Je connais bien la question. Et je considère qu'aujourd'hui, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin d'enseignants formés devant des effectifs qui soient convenables. Et réellement, si nous pouvions, nous, peut-être dans nos générations, être 30 sans dégâts, aujourd'hui, on voit bien que la problématique est là. Valérie Létard, ça nous donne l'occasion aussi de rappeler que les handicapés manifestaient aujourd'hui également. Tout à fait. Pour les questions d'accessibilité. Oui. En ce qui concerne, bien évidemment, l'éducation et les enseignants, c'est un sujet qui est très compliqué. On sait, comme l'a rappelé M. Grosdidier, qu'il nous faut faire
un effort budgétaire. Maintenant, cet effort budgétaire, il ne doit pas être fait à la règle à calcul. Et c'est clair que d'un territoire à l'autre, d'une réalité à l'autre, il faut faire très attention. C'est vraiment du travail de couture qu'il nous faut faire sur les territoires. Et je pense que s'il y a un effort à faire, c'est ne bien évidemment faire une différence de traitement entre une commune ou un territoire très rural où il n'y a pas de mobilité et où on ne peut pas supprimer des classes, où il faut laisser des services de proximité dans de bonnes conditions sans pénaliser ni les écoles primaires. Vous dites que la méthode n'est pas la bonne jusqu'à présent. C'est pas que la méthode n'est pas la bonne, c'est qu'il faut s'assurer qu'en tout point du territoire, elle soit appliquée. Il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où c'est un peu plus compliqué. Et je crois que sans bien évidemment aller trop loin, parce qu'il faut que les effectifs soient bien évidemment à la hauteur, dans un territoire urbain, quand vous supprimez une classe et qu'à 300 mètres vous avez une autre école et qu'on peut effectivement organiser et mixer les effectifs, il y a peut-être des solutions qui ne vont pas pénaliser les enfants. Dans des territoires où le nombre d'enfants en échec scolaire n'est pas énorme, là aussi on sait que les effectifs vont moins pénaliser les enfants. Lorsque vous êtes dans des zones où il y a un fort taux d'échec scolaire, où les enfants sont plus en difficulté, attention aux effectifs. Non. Et sur la scolarisation des enfants handicapés, il faut absolument que le nouveau statut qui a été promis soit tenu très rapidement pour éviter que le problème de la scolarisation des enfants handicapés ne continue. Jean Desessarts. Je conseille au sénateur Grosdidier, qui paraît-il fait preuve de pédagogie et remporte des succès électoraux, d'être le candidat de l'UMP. Parce que le président de la République, qui dit les enseignants sont des privilégiés, simplement parce qu'ils ont un travail, simplement parce qu'ils ont une garantie d'un revenu à la fin du mois, ce sont des privilégiés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a parlé de revendication corporatiste. Ça veut dire que la norme, ça devrait être dans la précarité, ça devrait être dans le chômage. On devrait dire les enseignants, comme tous les secteurs publics, sont des travailleurs qui contribuent à la richesse de la France. Mais les traités de privilégiés... Non, il a dit que la revendication était corporatiste. Non, c'est déformé quand même. Les corporatistes et privilégiés, pardon. Non, mais attendez. C'est quoi la différence? Mais toute catégorie fait parfois des revendications corporatistes. Mais là, vous avez bien vu que c'est pas corporatiste, c'est pour améliorer l'accueil scolaire, c'est pour remplacer les professeurs absents. Il n'y a pas corporatiste sans être privilégié, c'est ce que je voulais dire, simplement. Allez, parlons de la présidence du Sénat. Donc, les jeux sont faits, Michel André? Oh, écoutez, les cartes sont distribuées. Elles l'ont été dimanche, elles le sont aujourd'hui, dans la tranquillité pour ce qui nous concerne. Et je crois qu'il faut arriver à samedi avec un respect de tous, de chacun, et se dire que, pour ce qui me concerne, en tout cas, moi j'ai très grande confiance dans le fait que Jean-Pierre Bel sera président du Sénat samedi. François Grosdidier, vous avez entendu Nicolas Sarkozy ce matin, il a dit qu'il faut accepter de perdre dans la dignité. Peut-être que certains, vous, je ne sais pas, considèrent que ça s'apparente à un lâchage de l'UMP. Mais pas du tout, mais je m'étonne qu'on conteste le droit à notre ami Larcher d'être simplement candidat. Dire ça préjuge mal de ce que pourraient être les droits de la minorité au Sénat. Quoi, dire, dans toutes les assemblées où j'ai siégé, quand la gauche était minoritaire, elle présentait également un candidat exécutif. C'est pas tellement ce que vous avez entendu, ce qui a pu vous choquer, Michel André. Michel André va vous dire. Qu'est-ce qui vous a choqué, Michel André? Déjà, Larcher semble poser polémique. Bon. Michel André, sur cette polémique alors. Je crois que c'est dès dimanche soir l'impression qu'il y avait des choses qui se négociaient. Les majorités du Sénat, c'est pas tout à fait la même que l'autre. C'était un peu curieux, voilà, c'est tout. Il a des temps de retard, monsieur Larcher. Moi j'avais fait les calculs, j'avais donné la victoire de la gauche, de peu certes, mais j'avais quand même donné la victoire de la gauche et des écologistes au Sénat. Larcher disait on gagne de 12-15, on est tranquille. Après, il y a les chiffres qui s'annoncent le jour même. Il dit on est encore une petite marge de manœuvre. Et puis là, c'est net que ça va être un président de gauche. Il dit on va essayer de voir. Donc il a un temps de recul. J'attends de voir sur quoi encore il va avoir du mal à accepter le verdict des urnes. Bon, c'est peut-être qu'il était plus optimiste pour lui que vous l'étiez pour lui, simplement. Il aura péché par excès d'optimisme. Non, moi je crois au contraire que ça a beaucoup de panache. Bon, et d'être candidat malgré tout parce qu'il a des choses à dire, des choses à témoigner, il a un bon bilan et il est normal qu'il soit candidat et après que chacun se prononce. Alors l'UMP, les socialistes, pas là, il y a un mauvais bilan. Non, mais il y a un mauvais bilan de Sarkozy et il y a un mauvais bilan de l'animation du Sénat par M. Larcher. Je sais pas. Moi de l'extérieur, j'en ai entendu parler, j'ai senti en modernisation tellement que ça m'a donné envie d'y aller. Bon, Michel André, vous n'êtes pas aussi catégorique que votre voisin. Dites-le franchement sur le bilan de Gérard Larcher. Mais vous savez, un bilan 3 ans, c'est quoi? Les mesures d'urgence, les lois traitant d'urgence. Moi, j'ai été vice-présidente du Sénat quelques années dans l'équipe de Christian Poncelet. Le travail qu'il faut faire pour l'institution, le sérieux qui était là, il existe.
Et voilà, je pense que c'est très difficile de faire un bilan. Ouais. Quel bilan? Le nombre d'articles dans la presse. La non-transparence, voilà. Mediapart qui est obligé de donner les informations, il n'y a pas de transparence sur ce qui se passe au Sénat, alors qu'on dit partout, on va faire la transparence, il ne la fait pas, hein, on porte plainte contre les journalistes quasiment, ou contre les informateurs, donc il n'y a pas de transparence sur le fonctionnement, les lois étaient vues en urgence, on n'avait pas le temps de se concerter, tout était fait comme ça à la va-vite. Non, je crois que la question n'est pas le bilan de la présidence. De toute façon, on ne le verra plus. Il me semble que la question de pourquoi nous avons fait ces scores dans les départements, la question, ça n'est pas le bilan du président du Sénat. La question, c'est pourquoi aujourd'hui il y a une bascule à gauche dans les territoires, dans les départements. Moi, je peux vous dire, dans mon département, les élus, l'inquiétude majeure, c'est la fin de la taxe professionnelle, la fin de l'autonomie financière, la RGPP avec la fin des services publics et la réforme territoriale. Le regroupement de communes alors, également. de cela, le président Larcher, on ne peut pas dire qu'il en est responsable. C'est la politique du gouvernement qui a été voulue, qui a été parfois imposée un peu rudement aux collègues de l'UMP. On les a entendus le dire, voilà, on va être simple. Et je pense qu'ils en ont souffert et qu'ils en souffrent et que nous avons gagné là-dessus. Valérie Létard, comment est-ce que vous allez vous sentir a priori dans un Sénat de gauche, vous qui êtes centriste? Comment je vais me sentir dans un Sénat de gauche? D'abord, je voudrais saluer le travail de Gérard Larcher parce qu'effectivement, Gérard Larcher, pour moi, était, en tout cas pendant la période où j'ai pu travailler en étant parlementaire et lui président, un bon président du Sénat qui a essayé de travailler avec l'ensemble des composantes du bureau. Et je pense qu'il faut effectivement éviter de faire des amalgames et de décerner à Gérard Larcher la responsabilité des résultats actuels. Il faut quand même, ce serait un raccourci qui est quand même un peu fort de café. Gérard Larcher, pour moi, était quelqu'un de très bien, un président du Sénat comme on les aime, qui savait prendre la tâche de l'ensemble des sénateurs, quelle que soit leur sensibilité. Ça, c'est la première chose. Le centre, eh bien le centre... Et vous, personnellement? Ah mais moi, je suis une parlementaire passionnée par mon travail parlementaire. Et je crois que le Sénat soit sous une majorité de gauche ou une majorité de droite, il nous permet de faire avancer des propositions qui nous viennent du territoire, des propositions qui correspondent aux valeurs et aux idées que nous voulons porter. Et plus que jamais, je serai active au Parlement dans une famille centriste, j'espère la plus large et la plus rassemblée possible dès demain, pour faire en sorte que nous puissions faire entendre nos idées, nos propositions, qu'elles soient effectivement dans un Sénat à majorité de gauche. C'est l'une des conséquences du vote de dimanche. Alors les retrouvailles de toute la famille centriste, la famille hétéroclite aujourd'hui va se réunir dans un grand groupe. Ben, écoutez, moi, j'aspire, nous verrons. Je ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs, monsieur. Je ne peux pas dire ce qu'un groupe vote avant que ce groupe se soit réuni pour voter. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que le souhait partagé par tous, c'est que la famille centriste, avec ses différentes composantes, comme dans beaucoup d'ailleurs de familles politiques, puisse s'entendre, se rassembler pour être efficace et faire entendre sa voix. Alors, François Grosdidier, vous entendez votre collègue Valérie Létard, qui était donc déjà sénatrice, qui a de grandes ambitions toujours dans ce Sénat de gauche, mais on dit que la gauche veut se servir de cette Assemblée un peu comme vitrine pour présenter son programme économique, budgétaire, fiscal pour 2012. C'est un peu. Qu'est-ce que vous dites à ça? Le Sénat ne doit pas se transformer en succursale du Parti socialiste. Le Parti socialiste est légitime et fera sa campagne. Non, ce que je souhaiterais simplement, parce que là je serais un peu déçu d'être allé au Sénat pour ça, c'est que ce que je retiens, c'est que le Sénat, la culture du compromis, c'est que dans le Sénat on n'est pas sur le choc frontal, c'est que dans le Sénat on retient plus facilement qu'à l'Assemblée nationale un amendement de l'opposition dès lors qu'on considère qu'il va améliorer le texte. Bon, et je ne voudrais pas, mais je voyais ça comme ça, je ne voudrais pas que l'opposition nationale tenant le Sénat cherche simplement à en faire un lieu de choc frontal avec la majorité, alors que normalement c'est pas l'esprit des institutions et que même quand les deux assemblées sont de sensibilités différentes, c'est la recherche du compromis qui doit prédominer. Jean de Dessart, vous faites le dur là, mais vous jouez quand même aussi l'ouverture. Je rappelle que le groupe écologiste ici a demandé à Jean-Pierre Bel d'attribuer une présidence de commission, et pas n'importe laquelle, celle des finances, à l'opposition. Nous pourrons discuter de ça. Mais d'abord, vous êtes sur cette ligne, vous aussi. Vous êtes sur cette ligne ou non, comme Jean-Vincent Placé, de donner la commission des finances à l'opposition? Est-ce que c'est à l'opposition au gouvernement ou est-ce que c'est à l'opposition de la majorité de l'Assemblée? Ça, c'est la discussion. On n'a pas encore tranché cette question-là. Bon. Parce que on donne la présidence de la commission des finances à l'opposition au gouvernement, puisque le rôle de l'Assemblée est de contrôler... Toutes les autres.
Comment? Vous aurez toutes les autres présidents de commission. Est-ce que vous êtes aussi ouvert que nous à l'Assemblée nationale, qui avons laissé au Parti socialiste la présidence de la commission des finances? La question est là. Je pense que cette question-là peut être envisagée. Est-ce que vous êtes aussi ouvert que nous? Voilà la question. La question qui peut être envisagée, c'est quelle commission? Puisque l'idée de la commission, parce que l'idée d'avoir la présidence de la commission de finances, c'est par l'opposition au gouvernement pour contrôler les finances du gouvernement. Donc, vous n'êtes pas dans la réciprocité par rapport au schéma de l'Assemblée nationale, quand même. Quand on aura la majorité en avril, il n'y aura aucun problème à ce que l'opposition, à ce moment-là, ait la présidence de la commission finances. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas pour qu'il y ait pas de présidence pour l'opposition dans cette assemblée. Est-ce que vous y serez de toute façon en raison du score? Ça reste à affirmer quel principe. Est-ce que c'est l'opposition gouvernementale? Non, je n'ai pas fini. Moi, je trouve quand même un peu dramatique, Madame Létard, centriste. Vous avez critiqué tout le fonctionnement. Moi, j'ai entendu les centristes, je n'étais pas dans votre commission, mais j'ai entendu les centristes de ma commission des affaires sociales critiquer la façon dont on travaillait ici. La façon dont le gouvernement nous imposait un ordre du jour, où on n'avait que une dizaine d'heures pour déposer les amendements. C'était une atteinte à la démocratie. Et aujourd'hui, vous dites, mais non, le bilan était formidable et tout ça. Donc, il y a le bilan Sarkozy, le bilan du gouvernement. Et ouais, c'est pour ça que le Sénat a changé, et c'est pour ça qu'il y aura un changement encore à venir, mais il y a aussi un bilan sur le fonctionnement du Sénat qui n'est pas bon. Ça veut dire qu'on a mal travaillé, et on n'a pas rendu transparent le Sénat. Vous ne voulez quand même pas débaucher les centristes de la majorité après avoir feint de craindre que nous débauchions les radicaux de gauche, quand même. On peut s'accorder, puisque vous parlez de compromis, on ne fait pas un compromis pour faire un compromis. On s'accorde sur un compromis sur des méthodes de travail, sur des méthodes démocratiques. Donc, il y a des méthodes démocratiques à mettre en place pour redonner de la vie au Parlement. Je crois que là-dessus, on peut faire un compromis. On sait que le cas se présente dans de nombreuses municipalités où les socialistes gèrent les villes avec les écologistes. Est-ce que vous craignez d'avoir ici un allié un peu remuant du côté des Verts, du côté de votre voisin Jean Desessard? Je connais mon voisin, je suis avec lui depuis 3 ans maintenant, on connaît sa façon de faire et c'est tant mieux. Nous avons besoin, les parlementaires, les sénateurs ont besoin d'être des hommes et des femmes qui sont actifs, qui disent ce qu'ils pensent, qui s'expriment. Et moi, dans leur groupe, en plus, là, maintenant. Mais dans leur groupe d'abord, et puis après dans l'hémicycle. Attendez, il n'y a rien de pire lorsqu'on discute une loi. Valérie Létard a été ministre, elle le sait bien, que de voir un morceau de la majorité muette et seulement l'opposition qui présente des amendements. Ça ne convient pas, ça n'est pas bon pour la démocratie. Et moi, pour les commissions, soyons clairs, les commissaires de chaque commission vont être réunis et ils vont voter. Voilà, comme toujours, c'est assez simple. Moi, j'ai été présidente de séance quelques années, j'ai vu qu'il n'y a qu'une chose qui compte, vous savez, c'est le nombre de voix, de mains qui se lèvent quand on met aux voix quelque chose. Voilà, on attendra ça la semaine prochaine. François Grosdidier, ça ne vous change pas tellement des débats vifs de l'Assemblée nationale jusqu'à présent? Non, c'est ce qui est un peu décevant. Je crains finalement que cette recherche du compromis positif, cette sérénité qui règne à l'Assemblée soit un peu troublée si on décide de prendre le Sénat en otage dans un choc frontal contre la majorité gouvernementale dans cette période pré-présidentielle. C'est vrai que la période... Il n'y aura pas d'obstruction, a dit Jean-Pierre Bel, a déjà prévenu. On attend de voir. Mais quant à l'idée de dire les présidents des commissions seront désignés par les commissaires, à la commission des finances, on avait instamment demandé aux commissaires de l'UMP de laisser l'élection d'un président socialiste. Et si on avait dit on laisse les commissaires UMP faire, il n'y aurait jamais eu de président socialiste. Allez, un dernier mot des finances. C'est le président de la République qui l'a demandé aux députés. Un dernier mot. Valérie Létard, tout à l'heure sur notre antenne, Claude Guéant a dit qu'il ne souhaitait pas que Jean-Louis Borloo soit candidat. Les centres appartiennent et doivent rester dans la majorité, a dit le ministre de l'Intérieur. D'un mot. Vous savez, moi j'ai choisi d'appartenir à une famille centriste libre et autonome de l'UMP parce que je considère que la famille centriste doit avoir un candidat à la présidentielle, donc je ne peux pas être d'accord. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Il y en aura d'autres, de plus en plus vifs, on le voit au fil des jours. Pour reparler des femmes et du nombre de femmes, si vous voulez bien, absolument. Un jour, au fond. On reviendra. Parce que là, il faudra reparler de comment on relance la machine pour sortir de ce palier mou
dans lequel les femmes sont moins nombreuses et ça n'est pas normal. Il faut regarder les groupes politiques là-dessus aussi. Les groupes politiques, nous apportons, nous, la plus grosse quantité. Monsieur, avoir un comportement vertueux face à l'application de la loi sur la parité. Dans mon département, il y avait 10 listes à la proportionnelle dans le Nord, 10 têtes de liste Combien de listes dissidentes servaient aussi à contrecarrer la loi sur la parité? On en reparlera effectivement, Michel André. C'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour le journal sur Public Sénat. À suivre sur LCP Assemblée nationale, un documentaire sur les juges d'instruction. Bonsoir à tous. Samedi, Public Sénat vous propose une émission spéciale. Après s'être renouvelé de moitié, le Sénat doit désormais élire son président. Alors, qui gagnera la bataille du plateau? Réponse samedi dès 15h en direct sur Public Sénat. 28 juillet 1976, Christian Ranucci, 22 ans, est guillotiné pour un meurtre qu'il a toujours nié. Ce qui n'a cessé de me gêner dans cette affaire, c'est l'absence de réponse à la question « Pourquoi enlève-t-il cet enfant ?» Le documentaire « Ranucci, la vérité impossible » nous fait revivre cette affaire qui a marqué les esprits et contribué à l'abolition de la peine de mort. Et quand la mort est présente, ce n'est plus la raison qui gouverne. Ranucci, la vérité impossible. C'est jeudi à 22h30 sur Public Sénat.